Qu'est-ce qui est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Eh bien, c'est la guerre de classe. C'est, au-delà de la lutte de classe, une guerre de classe que les plus riches mènent contre les populations, les plus pauvres à l'échelle de la planète et je conclurai en disant, «Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans Zaïd de verre, oui, méfie-toi des héritières. Ta colère est légitime». Et ça, c'est une chanson, c'est le refrain d'une chanson que j'emprunte à Compagnie Joli Môme et qui fait la conclusion de ce livre et la conclusion de cet entretien. Eh ben, c'est cette idée qu'une chose et son contraire, sont toujours très proches. Je pense à l'amour et la haine, pour Racine ou l'amour et la haine pour la psychanalyse. Je crois que dans le cas de Racine, c'est plutôt l'amour qui devient haine. Dans le cas de la psychanalyse, la haine qui devient amour. Et je pense, je reviens sur cette question du racisme et plus précisément de l'antisémitisme. Et je pense que dans ce débat, dans cette situation où tout le monde s'inquiète de ces questions de plus en plus, l'une des urgences, c'est que les gens sachent que l'antisémitisme et le philosémitisme sont 2 faces de la même chose et que, un philosémite qui est censé aimer les juifs et un antisémite qui est censé les détester ont quand même quelque chose en commun, être obsédés par les juifs. Voilà, je pense qu'il faut que les gens sachent que cette opposition cache une unité. Moi, je peux raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi, donc c'est normal que personne ne la connaisse. J'habitais le kibboutz et avec moi, il y avait un Français qui avait un peu plus âgé. Moi, j'avais 20 ans, 21 ans et lui, il avait 25 peut-être, 24-25 et un jour, il est rentré des champs et il était quasi livide et donc je lui ai demandé: «Ça va pas, tu es malade?» Il m'a dit: «Non, non, mais il m'est arrivé un truc incroyable». Alors je lui ai dit: «C'était quoi?» Il m'a dit: «Tu sais, j'ai travaillé avec» je me souviens plus c'est un jeune Israélien et j'ai passé la journée avec lui sur le tracteur, tout ça et cetera et à un moment, on était dans un champ, il y avait une margelle. Enfin, j'ai pensé que c'était une margelle. Donc je lui ai demandé: «C'est quoi ce machin-là dans le champ?» «Oh», il m'a dit: C'est ce qui reste du minaret sans doute». Alors j'ai dit: «Quoi le minaret? Mais le minaret, quoi, il y avait une mosquée?» Il dit: «Oui, il devait y avoir une mosquée ici». Alors je lui ai dit: «Mais une mosquée en plein champ?» Alors il m'a regardé, il m'a dit: «Mais tu es con ou quoi? Il y avait un village». Alors, il a dit: «Mais il est où le village?» Alors l'autre lui a dit, l'Israélien lui a dit: Tu es définitivement, taré quoi, tu comprends rien. Il y avait un village, il y en avait pas un, il y en avait 10, on a tout rasé ici». Ce que j'ai pensé qui était vraiment le truc le plus enfin ce qui m'a le plus impressionné, c'était la réponse de l'Israélien. C'est-à-dire parce que le jeune Français, il connaissait rien à rien, il venait d'arriver, donc il s'étonnait, bon. Il savait pas qu'il y avait eu des villages et qu'on les avait virés, bon. Le jeune Israélien, il avait 30 ans. On était en 68. Ça veut dire que dans la guerre de 48, quand ces crimes-là ont été commis, il avait 10 ans. Il a rien vu. Il n'a pas pu, voilà. Pas savoir, on peut imaginer, je sais pas, c'était un Israélien, qu'on appelait un tsabar, mais typique et on peut penser, mais on peut pas penser que son père, même s'il a fait la guerre à l'époque, par exemple, a pu lui a raconté, parce que ce sont des choses dont personne ne parlait. Il n'en a jamais entendu parler à l'école et ben, pourtant il savait. Il savait comme on connaît les crimes, comme dans ces familles où le père fait ce qu'il fait sur ses filles, où tout le monde où toute la famille le sait et personne ne le voit. Eh ben, je ne sais pas comment il savait, mais il savait. C'est-à-dire, Ben Gurion avait donné comme ordre, après 48, de marteler
Nous n'avons jamais expulsé un seul arabe, ils sont partis volontairement. Et ça a été répété et répété à satiété par la propagande israélienne. Eh bien, lui vous aurait dit: «On n'a jamais expulsé les Arabes d'ici». Pourtant, il savait que c'était pas une margelle, que c'était une mosquée. Et pourquoi? On ne voyait rien. C'est quelque chose de ça, pour moi, c'est l'incarnation d'Israël. C'est-à-dire ils savent au fond et ils veulent pas savoir. Il faut rester nous, c'est nous les vraies victimes. Alors, c'est quelque chose que je vais développer dans mon prochain livre, qui va vraiment porter sur le travail. Je pense qu'une chose qui n'est pas assez connue, c'est vraiment les racines, j'allais dire diaboliques, mais les racines sombres du système capitaliste. On a cette idée un peu, comme la bourgeoisie refait en permanence l'histoire, l'idée selon laquelle finalement le capitalisme se serait imposé du fait de sa satisfaction des besoins de toute une partie de la population et du dynamisme d'une classe de marchands devenue classe bourgeoise. Ça, c'est, on va dire, l'explication dans le meilleur des cas. Ce qui est la triste réalité, c'est que si la bourgeoisie a pu devenir la classe dominante en Europe, c'est parce qu'elle a obtenu un coup de boost. Et ce coup de boost financier, ça a été tout l'argent obtenu grâce à la traite, au commerce triangulaire, c'est-à-dire à l'esclavage de la population noire qu'on emmenait sur des négriers travailler en Amérique. C'est un crime contre l'humanité qui s'est accompagné en Amérique d'un génocide des populations locales. Donc ce crime contre l'humanité a donné naissance au capitalisme contemporain et a quelque part bâti la conception contemporaine du travail sous régime capitaliste. De nombreux historiens montrent par exemple qu'il y a des innovations indispensables. Alors déjà ça a permis au capitalisme d'obtenir l'accumulation primitive, c'est-à-dire en gros, si tant est qu'il y a eu un premier capital qui a permis l'explosion du capitalisme dans tous les secteurs, et notamment de financer la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il vient en grande partie de ce crime contre l'humanité. Autre chose, il y a des innovations qui ont été faites pendant cette période-là, notamment la comptabilité contemporaine a été faite pendant cette période-là par des négriers. Et cette comptabilité, elle était macabre, hein, puisque clairement, c'était des gens qui calculaient que quand bien même 30% des esclaves transportés sur ces navires mouraient, c'était quand même rentable. Donc, je veux dire, c'était ces calculs-là qu'on faisait, quoi. Et puis, voilà, vraiment un petit détail linguistique, mais les méthodes de travail industriel, où vraiment on déshumanise le travail, ont été élaborées dans les plantations de canne à sucre, notamment. Et le mot anglais pour dire usine, plant, vient en fait du mot plantation. Et donc en réalité, ce travail cadré, soumis à des cadences, soumis à une comptabilité extrêmement stricte, etc., a été inventé en grande partie pendant la traite négrière et l'esclavage. Et ça, c'est important, là encore, puisque la classe bourgeoise qui est née avec le capitalisme, elle se donne en permanence le beau rôle, quoi. Elle se décrit finalement comme étant déjà le résultat naturel de l'histoire de l'humanité. Elle se lie au destin de grands explorateurs, hein, qui étaient tous en réalité des colons. Et c'est important de rappeler ça, et ça permet de comprendre pourquoi ce système est né quand même d'un crime, et qu'il est donc possible, souhaitable et on ne peut plus nécessaire d'en changer, qu'on peut presque dire que c'est peut-être qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, le capitalisme est une grave anomalie qu'il s'agirait de corriger. Voilà. Ça me semblait intéressant de rappeler ça, puisque comme je disais tout à l'heure, la bourgeoisie réécrivant en permanence l'histoire, c'est bien nous aussi de l'écrire, hein, pour le coup, en se basant sur des faits réels. Et ce fait réel-là, vraiment, tout ce que j'ai lu sur l'esclavage, c'est des réalités qu'on en a tous entendu parler, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est quelque chose qui a laissé des traces et qui a permis l'émergence des sociétés capitalistes européennes et états-uniennes. Voilà. I think the aspect of our society that many people don't fully understand is the extent to which
there is so much secrecy in our society that some of the institutions that have maintained their power, that have engaged in unfair contracts, unfair behavior, have worked very hard to make sure that nobody knows about it. So there's secrecy about secrecy. And to me, that's very disturbing. I talk about that in my book, that we ought to be thinking very deeply about the problem of transparency and secrecy. We've made a beginning. Many contracts many payments have non-disclosure provisions. What are non-disclosure? Secrecy. They're designed so that nobody knows what has gone on. We have oil companies and other natural resource companies that may pay bribes, but the government says, and the oil and the natural resource company say, our contract is a secret. So we can't see whether they have paid a fair market price or not. They call that business secrets. If you paid, there's no business secret. We want to know what the price you have paid for our society's natural resources. So the prevalence of secrecy as undermining democracy and creating inequality and creating and limiting the power to correct bad behavior is pervasive in our society. And we ought to be thinking about the circumstances under which secrecy ought to be allowed. Eh bien, je vais vous répondre, la psychothérapie institutionnelle. Ce qu'on a renommé les praxis instituantes, notamment avec Dardot et Laval. Alors, la psychothérapie institutionnelle, qu'est-ce? Alors, il y a des expos en ce moment qui en parlent beaucoup, notamment autour de figures comme François Toscaïès et sa déconiatrie, le fait de faire de la psychiatrie vivante et avec humour, c'est ce qu'il appelait la déconiatrie. La psychothérapie institutionnelle consiste à soigner les institutions de soins pour pouvoir soigner les personnes malades. Et ça, en fait, ça ne concerne pas que les institutions de soins. Par exemple, vous aviez la pédagogie institutionnelle, vous avez toujours ce mouvement-là, qui est de soigner l'école pour faire que les enfants puissent bien apprendre et bien se développer, bien grandir dans cette institution qu'est l'école. Mais vous avez aussi, on pourrait faire une psychothérapie institutionnelle de la justice, avec tout ce qui est la justice restaurative, etc. Et en fait, vous pourriez faire une psychothérapie institutionnelle de toutes les institutions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire comment vous analysez les pathologies du milieu dans lequel vous êtes. Alors, la pathologie tranquille de beaucoup d'entreprises néolibérales, c'est la perversion institutionnelle. Vous voyez ? Alors, avoir des outils d'analyse et de traitement, de soins des institutions, pour soigner les institutions de leur folie, de ce qu'elles nous font vivre, permettrait qu'on aille mieux, mais ça permettrait aussi et surtout de remettre en perspective et en cause le cadre général de nos institutions. Et c'est là la différence majeure et radicale entre le cadre du néolibéralisme qui demande de s'adapter, que la personne s'adapte à un cadre qu'on ne remet pas en question, et le cadre de la psychothérapie institutionnelle qui est que l'individu est libre à l'intérieur de ce cadre, mais surtout, il faut absolument qu'il puisse être en capacité de remettre en question le cadre et de le transformer pour que ce cadre s'adapte de plus en plus à lui et à ses besoins. Donc pour la démocratie, s'il y avait un petit peu de psychothérapie institutionnelle pour la démocratie, c'est qu'on puisse collectivement remettre en question le cadre général de l'auto-institution de notre société, comme dirait Castoriadis, et c'est ça la définition de la démocratie, la remise en question permanente du cadre d'institution de la société.
Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Un livre qui donne une idée très profonde et très sensible de ce qu'a été le passé humain. La chronique des Indiens Guayakis de Pierre Clastres, un livre d'anthropologie qui décrit une société d'avant, une de ces sociétés mystérieuses pour nous, qui est le passé profond de l'humanité, ces dizaines de milliers de millénaires dont nous sommes sortis récemment, en fait, et dont, quand nous en avons l'idée, notre vision de ce que nous sommes change profondément. C'est une question extrêmement difficile. Moi, si tu veux, vis-à-vis des générations qui me suivent, j'ai l'impression, si tu veux, que le processus de fabrication de nos élites en France est un système qui a atteint ses limites. Bon, je te le fais en bref. Quand tu sors du système universitaire, que tu as fait classe prépa, Normal Sup, Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, tu as des élites qui n'ont jamais vécu la planète, qui n'ont jamais vu la planète, qui connaissent même déjà difficilement la France, mais alors là, par contre, on va leur demander de gérer le monde, si tu veux. Bon. Je te prends un exemple, et ce n'est pas seulement vrai en France, mais George Bush, qui était quand même le fils, hein, qui a été l'homme le plus puissant de la planète, qui va déclencher la guerre en Irak, était allé une fois au Mexique quand il était étudiant. Tu peux le répéter doucement. Ça veut dire que ce type n'avait strictement aucune expérience. Je te citais l'exemple de Brenner qu'ils vont nommer en Irak. Pareil, le type ne s'était jamais demandé quelles étaient les originalités. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, une fois, j'ai proposé, si tu veux, qu'à la fin de toutes les grandes écoles dans le système français, qui est celui de la fabrication des élites, les mecs aient une année sabbatique. On leur dit, bon, vous faites ce que vous voulez, vous faites de l'humanitaire, vous traversez la planète, vous allez servir brancardier à Lourdes, ce que vous voulez. Mais, nom de Dieu, arrêtez la formation strictement universitaire et strictement académique. Le monde n'est pas ce qu'on vous en raconte, il y a aussi ce que vous en découvrez. Je t'ai cité l'exemple de l'Afghanistan. Bon, donc ça, si tu veux, c'est une carence extraordinaire de notre système de formation de nos élites. Je ne sais pas si on arrivera à le réformer, je ne crois pas. Hein. L'idée qu'on ne puisse pas tout de suite exercer le pouvoir, ce n'est pas possible, tu comprends? On a été sélectionné pour ça. Ben, c'est un condensé de ce que je viens de dire dans cet entretien. C'est-à-dire que, pour condenser tout ça, et être vraiment factuel, en ce moment, il y a des personnes sur cette planète qui sont en train d'essayer de créer un système qui va remplacer tout le travail humain. Ils sont en train d'essayer. La plupart des chercheurs en intelligence artificielle pensent qu'ils peuvent y arriver dans moins de 5 ans. Et la plupart des chercheurs en sécurité de l'intelligence artificielle pensent que s'ils y arrivent, il y a un énorme risque d'extinction humaine. Donc, chaque personne sur cette planète meurt. Voilà, je pense que c'est 3 choses à avoir en tête. J'aimerais beaucoup que la plupart des gens sur cette planète en soient conscients. J'ai pensé assez rapidement, même si la question est difficile, parce que voilà, j'ai pensé à un auteur. J'ai pensé à Alain Testard, que j'ai évoqué tout à l'heure dans notre conversation, qui est un anthropologue qui a été assez marginal à l'intérieur de sa discipline, mais qui a joué un grand rôle dans le rapport à la préhistoire, à l'archéologie, etc. Et c'est quelqu'un qui n'a pas publié pendant très longtemps chez des grands éditeurs. C'était des éditeurs académiques, universitaires, etc., ou des éditeurs privés mais petits. Et du coup, les gens ne connaissent pas beaucoup Alain Testard. Si je dis Claude Lévi-Strauss, il y a une chance que les gens un peu cultivés sachent et aient entendu parler de Lévi-Strauss, qui était passé à Apostrophe, qui était passé, voilà, puis qui est rentré à l'Académie française, et ainsi de suite. Là, on a affaire à quelqu'un qui a une œuvre, mais majeure, vraiment majeure. Il a eu le tort pour certains de ne pas être d'accord avec tout ce que Lévi-Strauss disait, donc il n'était pas structuraliste véritablement, même s'il parlait de structure sociale, mais être structuraliste, c'est encore autre chose.
Euh, il était aussi évolutionniste, au sens où il pensait que les sociétés ne partaient pas dans tous les sens, qu'il y avait des logiques de passage d'une société à l'autre. Il cherchait à classifier les sociétés et à montrer qu'il y avait des lois de passage de sociétés à d'autres. Et il a travaillé vraiment sur des domaines, il a travaillé sur le don, il a travaillé sur les croyances et les religions, il a travaillé sur l'institution de l'esclavage, il a travaillé sur la division sexuelle du travail, et il a laissé une œuvre posthume qui a été publiée il y a quelques années de ça, qui s'appelle Principes de sociologie générale, et qui est une œuvre majeure, où il montre que il essaye de typifier des grands types de sociétés humaines connues, et de les caractériser par ce qu'il appelle un rapport central, un rapport social fondamental qui les définissent chacune d'entre elles. Les sociétés féodales, les sociétés capitalistes, les sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles, voilà, etc., etc. Et donc il a une œuvre majeure, il faudrait qu'elle soit vraiment connue. Il est de plus en plus connu, et il y a vraiment beaucoup de gens qui s'emparent de son travail, mais c'est vrai qu'il n'a pas été central de son vivant en anthropologie, et c'est vraiment dommage. C'était un homme d'une érudition assez époustouflante. Et quand il est mort jeune, relativement jeune, hein, dans la soixantaine, d'un cancer, vraiment, c'est quand on dit quand quelqu'un meurt, c'est toute une bibliothèque qui meurt. Là, dans son cas, c'était plusieurs bibliothèques qui mouraient parce qu'il avait une connaissance des sociétés humaines assez incroyable. Il avait fait un terrain au tout début en Australie, sur le système de parenté des aborigènes d'Australie, et depuis, il avait arrêté le terrain pour synthétiser toutes les monographies produites par des collègues anthropologues sur toute la planète. Et il faisait des fiches, et il classait, il rapprochait, et il définissait surtout toutes ces sociétés. C'est une aide considérable pour comprendre les sociétés humaines. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est dire que les Palestiniens, on a beaucoup parlé des Gazaouis, mais aussi des Palestiniens de Jordanie, de Cisjordanie, pardon. Eh bien, c'est un peuple qui est autre chose que l'image qu'on peut en avoir, hein, qui sont soit des combattants, hein, incarnés par le Hamas, mais que c'est une société qui vit. Et dans cette société, eh bien, il y a des écrivains, il y a des musiciens, il y a des rappeurs, il y a des peintres. Il y a une création artistique qui est absolument insoupçonnée ici en France ou en Occident d'une façon générale, même s'il y a un certain nombre d'associations qui essayent de mettre en valeur ce travail qui est fait par ces artistes qui vivent, on l'a dit, hein, dans des conditions très difficiles. Je parle avant le 7 octobre, parce que dans la bande de Gaza, aujourd'hui, parler de création littéraire ou artistique, c'est complètement décalé par rapport à la réalité. Mais vous aviez des groupes de jeunes rappeurs avec une volonté de montrer que justement, c'est pas que le Hamas qui s'imposait dans la bande de Gaza, mais qu'ils avaient une volonté de créer et de s'exprimer sur un mode qui n'est pas le mode religieux tel qu'on a tendance toujours à assimiler Gaza, Hamas, et donc cet obscurantisme, hein. Et donc, ça, c'est une réalité aussi. En Cisjordanie aussi, vous avez des jeunes Cisjordaniens, des jeunes Palestiniens qui aspirent à autre chose, même d'un point de vue politique, qui s'organisent par le biais d'ONG pour proposer des objectifs politiques, remettant en question cette autorité palestinienne qui est vieille, qui est complètement déconnectée des réalités. Et donc tout ça pour dire qu'il y a une vie intellectuelle, politique, artistique, qui n'est pas connue, mais qui mérite d'être connue. Il y a quelques films qu'on a pu voir ici en France. Et ça, c'est important parce que ça montre cette vivacité d'une population qui est jeune et qui aspire à une seule chose,
c'est de vivre comme tout à chacun, en dehors de l'occupation, en dehors de ces bombardements incessants, et je ne fais pas référence uniquement à la situation depuis un an, mais avant, et donc d'une jeunesse qui aspire, comme toute jeunesse à travers le monde, à vivre, qu'on la laisse vivre et qu'on la laisse peut-être, plus important, avoir des rêves, rêver. Aujourd'hui, les Palestiniens ont les plus grandes difficultés à rêver lorsqu'ils vivent dans un environnement aussi violent, aussi dur, de cette occupation, de cette présence militaire israélienne. Alors qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est vivre, rêver. Donnons-leur la possibilité de continuer à rêver. C'est ça que j'aimerais vraiment partager aujourd'hui avec vous. Alors, merci pour votre accueil. Je ne m'attendais pas à cette question. J'essaie de réfléchir à voix haute avec vous. Sur le Moyen-Orient, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens sont persuadés que dans cette région, nous avons affaire à des rivalités ancestrales, à des haines religieuses qui remontent à la nuit des temps. Ils ne savent pas qu'il y a eu un âge de coexistence dans cette partie du monde, qu'il y a eu un libéralisme dans le monde arabe, la pensée de la Nahda, de la Renaissance arabe, qui a eu de grands intellectuels au Liban et ailleurs, qui étaient chrétiens, qui étaient musulmans, qui étaient libres penseurs, qui ont posé dès 1850-1860 les jalons de la modernité, d'une ouverture vers l'Occident avec un ancrage dans le monde arabe, qui ont milité pour l'émancipation des femmes, qui ont milité pour l'éducation. Donc, penser que ces idées sont importées de l'Occident est quelque chose qui est tout à fait aberrant. J'aime beaucoup une phrase d'Amartya Sen qui disait « Tenter de vendre les droits de l'homme comme une contribution de la démocratie et les droits de l'homme comme une contribution de l'Occident au reste du monde n'a aucun sens. » Cette appétence pour la démocratie et les droits de l'homme, on la retrouve sur tous les continents à différentes époques de l'histoire. Certains vous diront que même les Loya Jirga en Afghanistan, dès lors que quelques personnes se rassemblent et discutent et parviennent collectivement à une décision, c'est une forme de démocratie. Ce n'est pas forcément la perception occidentale, cette fétichisation de l'urne et du bulletin de vote qui résume la démocratie. Il y a également au Liban et dans le monde arabe, une tradition démocratique, libérale, progressiste, féministe même, dans laquelle nous devons aujourd'hui puiser pour construire l'avenir. Did you know that of every 100 euros circulating in France or in Europe, the state, the central bank, has produced three. 97 have been produced by privateers, by bankers. So it's important to realize what we have done, which is absolutely crazy. As a society, we've given to 5-10 people, effectively, decision makers, the right to print our money and to distribute it to whomever they want. Concentrate your minds on that. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à l'Italie. Il y a un type que j'adore, c'est Piero Calamandrei. Alors, qui était Piero Calamandrei? C'était un juriste, aussi un écrivain italien qui a lutté contre le fascisme et qui a rédigé, était un des rédacteurs de la Constitution italienne de 1946. Et pourquoi j'aimerais qu'on le connaisse? Pas simplement sur ses réflexions magnifiques sur la lutte contre le fascisme, mais pour deux choses que je vais porter à la connaissance de tous. Il a écrit de très beaux livres sur Florence, qu'on trouve traduits en français aux éditions Conférences. Et aussi pour la petite anecdote qu'il raconte à ses étudiants lors d'une conférence qu'il donne en 1955 sur la Constitution, pour montrer à ses étudiants l'importance de la politique. Et il dit, imaginons deux personnes qui quittent l'Italie en espérant un avenir meilleur. Ils sont sur un navire. Et soudain, une tempête se lève et le navire semble menacé par, cette tempête et risque de couler. Et un des paysans descend à fond de cale et va voir son ami et lui dit « Il faut qu'on fasse quelque chose, on risque de couler et autres. » Et la réponse de celui qui est donc dans le bateau, c'est de dire « Ce n'est pas mon bateau, je m'en fous. » Et Calamandrei dit à ses étudiants, c'est surtout qu'il ne faut pas faire ça, c'est qu'il
la politique doit nous concerner parce que la liberté, c'est comme l'air, on se rend compte, comment dire, quand on cesse de respirer, qu'elle nous manque, en fait. Et donc, Calamandrei, c'est un personnage très attachant, à la fois sur la Toscane et à la fois sur la nécessité de garder un intérêt pour la politique. C'est vrai que le contexte n'est pas facile. Bon, j'avais envie de vous répondre sur d'aller visiter l'Iran. Alors, compte tenu du fait qu'on a quand même le couple Kohler qui est en prison en Iran, c'est vrai qu'on peut parler d'otages, etc. Donc, conseiller le tourisme en Iran, je choisis peut-être pas la meilleure période. Mais moi, je veux dire, quelque part, c'est mon parcours à moi et j'aimerais bien à la limite, j'étais pas plus disposé qu'un autre à travailler sur l'Iran, mais ça m'a le fait d'apprendre le persan, qui n'est pas difficile hein, pour les gens. Franchement, parler le persan, c'est c'est les mêmes difficultés que pour parler espagnol. Donc voilà. Même moi, j'arrive toujours pas à rouler les R quand je parle persan. Il me corrige chaque fois. Donc apprendre à parler persan, ce qui est assez facile. Apprendre à lire le persan et attendre le bon moment. Alors ça, chacun fait comme il veut. Moi, je ne veux pas leur dire d'y aller maintenant, etc. Mais je pense que c'est ce que j'ai découvert avec l'Iran, et c'est ça qui m'a profondément intéressé, c'est que c'est un espace, on va dire, culturel. Il se trouve que je suis allé travailler 4 étés aux États-Unis, mais j'ai plus de, je ne sais pas comment l'expliquer, je me sens plus chez moi quand je vais en Iran. C'est vrai que quand on dit ça dans certains médias, ils me regardent, bon, que quand je suis allé en Californie. Mais si vous voulez, je sentais plus d'affinité. Et je me sentais moins perdu même en Iran, parce que je pense qu'ils ont des références culturelles. Alors c'est un très très vieux pays, etc. Mais ils ont des références culturelles. On a parlé de l'importance de l'histoire, l'importance de la littérature, la façon dont les gens aiment bien discuter, réfléchir. Je pense qu'il y a des affinités culturelles et les Français ne se sont absolument pas dépaysés en Iran. On se sent très à l'aise. Mais d'un autre côté, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un espace culturel distinct d'une autre. Donc c'est ce jeu permanent, si vous voulez, c'est que d'un côté, on n'est pas perdu parce que on n'est pas complètement, on arrive à, c'est vrai qu'on discute facilement avec les gens sont adorables, ils vous invitent, quelquefois, etc. Mais d'un autre côté, plus on avance, voilà, hein, plus on avance, même moi, plus la culture, à dire, ah oui, ça, j'avais complètement loupé ça, vous voyez, ça fait 20 ans que je travaille sur l'Iran. Donc, on apprend des choses et on se rend compte à quel point ils ont des références, on parlait de perception des références culturelles, elles sont différentes des nôtres. Et on en revient à ces politiciens qui, bon, est-ce qu'ils ont lu un seul bouquin sur l'Iran? Vous avez vu le passage de, comment il s'appelle, Ted Cruz, vous n'avez pas vu ce passage? Il ne sait même pas le nombre de ces types-là qui passent leur temps à dire qu'il faut bombarder l'Iran, ne savent même pas combien il y a de personnes, la population de l'Iran. Ne parlons pas de sa culture. Donc voilà, est-ce qu'on peut pas rêver, vous voyez, espérer un monde où on a des politiciens, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même perception que nous. Enfin, et encore, je veux dire, ils veulent avoir des relations normales, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler là-dessus, sur ces problèmes de perception, à trouver des champs d'unité, etc., enfin des points communs, etc., qui permettraient, on en revient, ce n'est pas une question de leur faire confiance, de bâtir des accords, de les tenir, et peut-être ça pourrait faire avancer les choses au niveau politique. Moi, je pense que, là, brûle pour point, hein, je pense que l'approche, la philosophie, la vision africaine mériterait d'être plus connue. Je pense qu'il y a des générations de penseurs en Afrique, il y a une prise de conscience en Afrique, il y a une tradition africaine sur ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire le partage de nos ressources, de l'eau, des montagnes, des prairies, etc. Il y a une vision en Afrique. Alors, on a beaucoup parlé des visions chinoises, américaines, européennes, mais il y a une philosophie en Afrique qui mériterait d'être prise en compte, une sagesse qu'il y a en Afrique par rapport à ces problématiques, une méthode de discussion par rapport à ces problématiques. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment que le plus grand homme d'État de ce siècle, de ce 20e siècle, et qui reste pour moi le plus grand, c'est Nelson Mandela. Et sa capacité, après avoir vécu le pire, à rassembler l'Afrique du Sud, les Blancs et les Noirs, son approche
est pour moi un exemple vraiment très fort. Et je pense que le monde a tort de ne pas écouter les Africains. Et ce serait bon de les écouter. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on pense, par le biais des médias, connaître véritablement l'individu. On croit, par le biais des neurosciences, savoir comment le cerveau fonctionne et donc avoir la possibilité d'intervenir dans l'éducation grâce à ces connaissances. Hein. Je me rappelle de cette interview qu'avait réalisée une doctorante d'une femme qui disait mais maintenant que l'on sait comment fonctionne le cerveau, pourquoi les enseignants ne s'en servent pas pour éduquer les enfants? Donc ça montre à quel point il y a une illusion sur les connaissances en matière de fonctionnement de l'être humain. Et que donc, on croit connaître le fonctionnement de l'être humain et dans la grande majorité des cas, c'est une illusion. Donc, il y a tout un ensemble de travaux dont je me suis servi qui sont très peu connus et qui sont très importants hein, sur la sanction. Par exemple, le livre de Préra sur la sanction éducative, les travaux de critique des neurosciences, le livre de Gonon qui est sorti cette année. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui sont très importantes pour justement répondre à cette soif de savoir sur le développement de l'être humain, qui sont méconnus, alors même que ce qui est proposé dans bon nombre de supports médiatiques est quelque chose de très approximatif et souvent de contre-productif. Donc on est dans ce paradoxe, me semble-t-il. On est dans ce paradoxe que beaucoup de choses qui seraient intéressantes d'être connues par un grand nombre le sont que par un petit nombre, et que des choses inintéressantes, elles, sont diffusées de façon massive par le biais du système marchand qui est le nôtre. Et c'est finalement au fondement du livre que j'ai voulu écrire, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas possible, il faut réagir contre cette espèce d'idéologie dominante qui tend à nous rendre impuissants. Il faut alimenter la réaction contre elle, se donner les moyens de la critiquer, de la démonter, hein, de la déconstruire en quelque sorte, hein, c'est un terme à la mode, et pour montrer en fait quelle est sa finalité véritablement. Alors, je vais insister sur quelque chose que j'ai découvert dans le cadre de ces recherches. Dans le cadre de ces recherches, je pars avec une hypothèse qui aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est complètement naïve. C'est l'hypothèse de dire que les institutions de protection sociale, elles sont portées par un État bienveillant qui se soucie du bien-être de ses citoyens. Bon, à mon avis, tout ça, je veux dire, c'est tout à fait mythique, tout à fait imaginaire. Ce que je découvre dans ces recherches, ce qui me semble maintenant complètement évident, c'est que les classes dominées dans la société, les groupes dominés dans la société, ne doivent pas du tout attendre la bienveillance des classes dirigeantes pour voir leur sort amélioré. Ça ne se passe pas comme ça. Les institutions de la protection sociale, pour ce qui est ce que je connais, mais plus largement, tout ce qui concerne le droit du travail, les institutions qui protègent les personnes les plus fragiles dans la société, elles ne sont pas le fruit d'une bienveillance particulière de l'État qui spontanément se dit « Ah bah tiens, il y a des gens qui souffrent, je vais les aider ». Elles sont quasi systématiquement le fruit du conflit. Et donc de la capacité de ces personnes qui sont dominées dans la société à s'organiser contre les classes dominantes. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être largement diffusé.
Alors évidemment, en réfléchissant à cette question, j'ai pensé au continent africain parce que c'est un continent qui me tient à cœur et puis qui est souvent présenté ou dont on ne parle souvent que pour parler de ses malheurs qui sont très nombreux, les conflits, les famines, les guerres, etc. Et on évoquait dans d'autres cercles il n'y a pas longtemps les morts au Tigré, en République démocratique du Congo. Tout ça est vrai, il faut absolument parler parce que ça passe sous les écrans radars. Mais j'avais plutôt envie d'attirer l'attention de ceux qui suivent cette émission sur une initiative qui est passée inaperçue de l'Union africaine au début de la guerre en Ukraine, qui était une initiative de médiation au début de la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. C'était l'Union africaine et 3 chefs d'État africains, dont le président du Sénégal de l'époque, qui était Macky Sall. Bon, il n'avait pas grand espoir en se rendant à Kiev et à Moscou de mettre un terme à la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le continent africain, par cette médiation, s'est manifesté sur un sujet international, sur une valeur importante qui est la paix. Et bien que cette médiation soit passée inaperçue, elle a quand même donné quelques résultats concrets, notamment la négociation d'échange de prisonniers entre les Ukrainiens et les Russes, et elle a aussi amorcé, ce qui va être négocié après à Istanbul, l'acheminement des céréales ukrainiennes, sujet évidemment fondamental pour l'Afrique, qui continue d'importer beaucoup de blé de cette partie du monde. Est-ce que je peux vous donner 2 réponses à cette question? Alors, la première, c'est de reprendre un élément que j'ai déjà dit, c'est-à-dire, c'est facile de croire qu'on peut choisir de ne pas être affecté et que donc il vaut mieux ne pas se soucier de cette question. Souvenez-vous que ce choix, vous ne l'avez pas. Vous êtes d'ores et déjà affecté par la politique nucléaire. Le choix que vous avez, c'est d'être actif ou passif face à ces enjeux cruciaux. Et face à ça, la recherche indépendante est toujours là pour vous aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être sur l'articulation entre armes nucléaires et changement climatique, ou est dynamique liée au système Terre. Dans un article récent, on a trouvé un résultat qui, moi, me surprend très fortement, qui est littéralement que ces politiques-là opèrent largement en silo et que c'est aussi vrai pour la production scientifique jusqu'à très récemment. C'est-à-dire la politique nucléaire qui nous engage jusqu'à la fin du XXIe siècle, les armes nucléaires en train d'être construites aujourd'hui ont vocation à naviguer jusqu'en 2090, est conçue comme si les institutions en charge de ces armes allaient pouvoir, par définition, gérer les transformations environnementales. Ce qui contredit en fait ce qu'on sait en termes de prévision environnementale. Et de la même manière, quand on regarde les prévisions environnementales et la politique environnementale, elle est conçue comme si on était dans un monde dans lequel il n'y a pas d'armes nucléaires. Or, il reste 12 000 de ces choses, donc il est urgent de réfléchir à une politique de défense qui est sérieuse sur les vulnérabilités nucléaires et sur les transformations environnementales. Les circonstances de la conquête coloniale française en Afrique. Je vous dis ça, je suis un peu taquin, hein, parce que je vois que vous avez là sur la table basse 2 de mes précédents livres qui parlent de l'Europe, en fait, qui parlent de l'Europe et de l'Occident. Mon tout dernier livre, il s'appelle 5 têtes coupées, et il raconte ce que personne ne connaît, c'est-à-dire dans quelles conditions la France s'est taillée un empire colonial en Afrique à la fin du XIXe siècle. Les conditions d'atrocité à l'époque de la splendeur de l'esprit colonial, etc. Et j'ai découvert tout ça un peu par hasard, parce que c'était une période qui ne m'intéressait pas spécialement. Et j'ai été stupéfait de l'ignorance dans laquelle sont les Français aujourd'hui, de la manière dont ça s'est passé à la fin du 19e. J'en ai fait un livre qui n'a eu aucun écho, nulle part. Je veux dire, à part dans France-Afrique
et dans Afrique 21, site indépendant, qui ont évidemment bien traité le sujet. Bon, j'y vois évidemment l'indifférence totale des médias français alors, à l'égard de cette conquête coloniale en particulier et à l'égard de l'Afrique de manière plus générale. Voilà, et je trouve que c'est juste quelque chose de tragique quand on regarde la manière dont la France aujourd'hui est en train de se faire foutre dehors de tous les pays africains de son ancien empire colonial, si vous voulez, l'un après l'autre, c'est quand même ça, c'est une rupture. Ça, c'est une rupture. C'est une rupture dont personne ne parle. Ça fait des entrefilets. Le Niger, le Mali, le Burkina, ça fait le Gabon, le Sénégal demain, peut-être, sans doute. Je suis pas prophète, mais sans doute le Sénégal demain. Voilà. Je reste stupéfait de l'ignorance dans laquelle nous sommes de cette page d'histoire, compte tenu de ce qu'elle a représenté au moment de la conquête coloniale, qui était le feuilleton dont les journaux étaient pleins dans les années 1890 à 1900. Alors, je vais avoir l'immodestie de projeter ma subjectivité, mais c'était un peu le sens de votre question. Moi, je suis un passionné d'art africain. L'art africain m'a toujours profondément séduit, a attisé mon goût de collectionneur, et je crois que grâce à l'art africain, j'ai découvert deux choses. J'ai découvert l'universel, c'est-à-dire un autre sens de l'esthétique, et j'ai découvert l'humain parce que l'homme africain, je dirais, dans sa souffrance et dans ses joies, a réussi à rendre les traits fondamentaux de l'humain à travers une conception de la sculpture où l'expression l'emportait sur la représentation. Et immodestement, pas comparerais, mais je me rapprocherais de Picasso. Picasso a révolutionné l'art occidental en découvrant un masque Fang, les Fang du Gabon, du Sud Cameroun et du Nord Gabon. Et je crois que c'est une belle histoire, parce que c'est là qu'a commencé l'universel. L'universel, c'est quand on sait trouver chez l'autre une richesse que l'on n'a pas soi-même. Alors que ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est qu'il faut verrouiller sa richesse pour ne pas se laisser contaminer par celle des autres. Eh bien, cette aventure splendide de l'art africain, qui est absolument fabuleux, moi je le vis comme étant la cadence de ce nouveau monde.